On est entouré de Charentaises, ce chausson mythique, connu et reconnu jusqu'à New York. Vraiment, ça me touche d'être ici. D'abord parce que je suis arrivée à Angoulême il y a pile 20 ans et que la Bretonne que je suis se sent de plus en plus charentaise. Et puis aussi parce que j'entre dans une famille qui a transmis depuis 1907 son savoir-faire de génération en génération jusqu'à toi, Olivier. Pour commencer cet échange, est-ce que tu peux me dire ce que ça fait d'appartenir à la famille Rondineau? Est-ce que ça fait quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? La famille Rondineau, c'est une famille comme toutes celles qu'on pourrait croiser, mais qui a un nom qui aujourd'hui résonne sur une marque et sur un produit spécifique. Alors c'est une marque, ça j'entends bien, mais c'est aussi ton nom, hein, tu t'appelles Olivier Rondineau. Comment ça résonne? Comment ça résonne avec l'histoire de la famille? On va en parler, hein, de l'histoire de la famille, on va revenir dessus. Mais je voulais savoir, toi, comment... c'est quoi là, le sentiment? C'est une question vraiment qui est particulière parce que le sentiment, j'allais dire Rondineau, comme à tout à chacun, c'est mon nom de famille. Donc, moi, je porte mon nom de famille comme tout le monde le porte. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de prise je dirais de position ou de prise de tête sur le fait que j'ai un nom qui résonne un peu plus que d'autres, hein, sur la Charente. Mais heureusement pour moi, il y a aussi beaucoup de personnes en Charente qui ont du patrimoine historique et qui vivent la même chose. C'est-à-dire que le nom de famille, pour moi, ça reste mon nom de famille. Et je me lève pas tous les matins en me disant ah, mes grands-parents ont fait ça, c'est pas vrai. Ou je peux être content, c'est quand il va y avoir un marché particulier qui va arriver, ou quand il va y avoir une expression qui arrive, et là, ah tiens, bah oui, mes grands-parents ont fait ça. Il y a quelques années, je t'avais dit que finalement, ce que j'étais en train de faire, c'était une boucle. C'est-à-dire que mes arrière-grands-parents ont été marchands de chaussures. Avant ça, ils étaient marchands forains. Ils faisaient de la draperie et des pantoufles aussi. Et puis, ils se sont sédentarisés en 1907 à La Rochefoucauld en rachetant une boutique dans laquelle il y avait une cordonnerie à l'arrière. Ils ont fabriqué leurs brodequins et leurs charentaises dans cette cordonnerie. Et puis, de fil en aiguille, ils sont passés de l'état d'artisan à l'état d'industriel. Parce que forcément, en sortie de la guerre, et bien après, il fallait produire. Et ils ont monté une entreprise d'une taille très conséquente pour le département et même en France, puisqu'ils ont eu jusqu'à 1200 personnes. Et là, le nom résonnait, mais différemment. C'est comme si tu me répondais en me disant, bon, je m'appelle Rondineau, mais c'est un nom comme les autres, c'est normal. Mhm. Et en fait, il faut quand même pas longtemps pour que toute l'histoire, elle est là, quoi. Elle est en toi, cette histoire. L'histoire est là, Peut-être mais que toi, c'est banal parce pour que moi, c'est tu... banal, parce que moi, je le vis tous les jours. Alors, ce que je veux préciser aussi, parce que tu as dit que tu m'avais déjà parlé de quelque chose, parce qu'on s'était rencontrés il y a quelques années et j'avais déjà fait une émission avec toi. Et c'était un moment compliqué, parce que c'était au moment où il fallait faire repartir l'entreprise parce que ça ne marchait plus, où il y avait une liquidation, je ne sais plus exactement. Voilà, donc c'est pour expliquer qu'on s'est déjà rencontrés, mais qu'on ne se connaît pas et que là, on s'est recroisés. Et moi, j'étais super heureuse de voir qu'il y avait cette boutique à Angoulême, au centre-ville, en me disant, ah ben chouette, voilà, Rondineau, ça repart et ça repart bien. Je repars où maintenant, alors? Alors tu repars, donc en fait, donc quand même, cette histoire, elle est très très forte, elle est quand même en toi. Mhm, Et avec ses grands-parents, donc ils commencent tout en 1907. mhm. Donc en 1907, mes grands-parents se sédentarisent à La Rochefoucauld en rachetant un magasin de chaussures dans lequel il y avait une cordonnerie. Voilà. Et eh bien, ils ont commencé à fabriquer leur première charentaise sous l'égide donc de Rondineau, puisque avant c'était un magasin qui s'appelait Adam. Donc ils ont créé la charentaise. Ils n'ont pas créé la charentaise, parce que la charentaise, c'est un produit qui a été créé il y a déjà plus de 3 siècles. Par contre, ils ont su le mettre en avant et ils en ont fait une institution. Mon grand-père, lui, a réussi à faire passer la charentaise
dans le monde entier en la modernisant, en mettant des écossais, en mettant des tissus flash, en mettant des coloris qui détonnaient à l'époque. Là, je parle des années 50, 60, jusqu'à 70. Donc effectivement, il a redoré le blason de ce produit. Mais donc la charentaise qui existait depuis hyper longtemps, effectivement, je crois que c'était avec les différentes entreprises d'ailleurs de la région, le feutre qui Alors était dans les... la véritable charentaise, vraiment. Mais est-ce qu'elle s'appelait déjà charentaise? Elle s'appelait déjà charentaise, parce que le terme charentaise, c'est un terme qui n'est pas déposable. Donc, le produit, effectivement, s'appelait charentaise. Et ça, par contre, alors retomber sur le mot exact et pourquoi, si c'était que les charentaises sont nées sur les deux départements, Charente et Charente-Maritime, avec Charente-Maritime parce qu'à Rochefort, le roi Louis XIV avait sa flotte, donc la marine royale était ancrée à Rochefort. On a encore d'ailleurs quelques beaux vestiges avec la corderie. Et les tailleurs aux alentours de Rochefort avaient été mandatés par le roi pour confectionner les uniformes de marine. Et avec les petits coupons de feutre qui restaient justement de ces toiles d'uniforme, il a été créé le dessus de la charentaise. Après, pour la semelle, on est en Charente, on est autour d'Angoulême, et la semelle est née, elle, des feutres qui servaient à assécher les pâtes de papier. Voilà, et donc c'est le mix des deux, l'assemblage de ces deux éléments-là, les feutres de marine et les feutres de papeterie, qui ont donné naissance à la charentaise proprement dite. Voilà, mais ça, il y a plus de 3 siècles. Nous, on ne sévit dans ma famille que depuis un peu plus d'un siècle, tout simplement parce que je dirais, mon arrière-grand-père a mis en place l'outil. Mon grand-père l'a fait fructifier et l'a monté à l'étape, enfin, au niveau d'industrie sur un produit qui était un produit à la base de récupération. Et surtout, c'est que c'est lui qui a su la vendre et la promouvoir dans le monde entier. Voilà. Donc ils ont créé la charentaise moderne. Ils ont développé la charentaise moderne. On ne peut pas dire créer proprement dit, si on veut rester très clair sur cet esprit-là. Voilà. Ensuite, donc mes parents et oncles, qui ont eux aussi travaillé dans la société, ont vécu sur ce savoir. Et puis, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans cette structure familiale qui malheureusement en 2017 a connu des difficultés financières et a été vendue. Donc je suis revenu aujourd'hui artisan comme l'étaient mes arrière-grands-parents il y a déjà un peu plus d'un siècle. Ah, c'est pour ça que tu parlais de boucle. C'est pour ça que je parle de boucle. Et quand tu étais enfant, c'est quoi tes souvenirs Est-ce que tu traînais, je ne sais pas comment on dit, dans les Alors, ateliers mes souvenirs d'enfant, c'était 2 types de souvenirs. On va dire oui, effectivement, période de vacances, où on continue à travailler, enfin, quand je dis on, mes parents continuaient à travailler et ma mère nous emmenait dans les ateliers qui, eux, étaient fermés pour l'été, pour les vacances d'été. Et avec ma sœur, on jouait dans l'usine. Donc oui, forcément, on courait au milieu des machines, on courait au milieu des stocks de produits. Ça, c'est un souvenir. Après, le deuxième souvenir, c'est les réunions de famille, les déjeuners du samedi chez mes grands-parents, les repas de famille tels que les fêtes, Noël et ce que l'on veut. Systématiquement, comme toute la famille travaillait dans la société familiale, eh bien, à un moment ou un autre, c'était le travail qui redéboulait sur la table. Et donc, ça se transformait davantage en déjeuner de réunion d'entreprise plus qu'en déjeuner de famille. Voilà, donc effectivement, le fait de travailler dans une société familiale où toute la famille travaille, c'est que y a un lien qui est tel que finalement on revient toujours au travail. Et est-ce que c'est vu comme du travail? Est-ce que finalement ça ne devient pas une sorte de passion? Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend parce que pour ceux qui y travaillent réellement, c'est certainement par passion. Pour des enfants qui sont complètement en dehors de ça, puisqu'on parle vraiment de l'enfance, ça peut être un petit peu
fatigant à la fin parce que on doit rester à table, on ne peut pas sortir. Et puis on n'entend parler que d'entreprises, que de clients, que de choses comme ça. Donc c'est rébarbatif. C'est un peu lourd, Voilà, ouais, c'est un peu lourd. pour un enfant. Et c'était quoi les conversations tu t'en souviens? C'était des difficultés? C'était qu'est-ce qu'on va, est-ce C'était, qu'il y avait déjà, est-ce qu'on va faire des nouvelles c'est- charentaises? c'était les programmes de production, c'était les clients visités, c'était les commandes qui rentraient pas, c'était tout ce que l'on peut, je dirais, suivre d'une vie d'entreprise, sauf que plutôt que de se dérouler dans une salle autour d'une table comme ça se ferait aujourd'hui, ça se déroulait autour d'une table toujours, mais avec un repas de famille. Voilà. Donc même si on ne voulait pas, je dirais que l'entreprise vienne sur le côté privé, à un moment ça déboulait. Voilà. Est-ce qu'il y avait une évidence aussi que les enfants devaient reprendre le flambeau? Est-ce que tes parents eux-mêmes, ils ont pu choisir? Ils sont tous rentrés dans la société, je ne suis pas sûr qu'ils aient eu le choix, mais ça se portait comme ça, comme mon grand-père souhaitait que au moins un de ses enfants, enfin de ses petits-enfants, arrive dans la société. Et étant l'aîné des garçons, j'ai fait mes armes dans la société familiale. Est-ce que tu avais des envies d'ailleurs? Est-ce que quand tu étais petit garçon, toi, à l'école, tu t'imaginais quoi plus tard? Est-ce que tu avais un rêve autre? Alors ça, comme tous les petits garçons, on a envie d'être pompier. Voilà. Et puis après, chemin faisant, non, ce que je me destinais plutôt à faire, c'était plutôt dans le contact, dans le commerce. Après, j'ai eu à faire différentes choses dans ma carrière, déjà en rentrant dans l'entreprise, parce que la première des missions qu'on m'est donnée à faire, c'était d'essayer de développer un secteur parallèle à la pantoufle, c'était la chaussette. Voilà. Après, j'ai aussi vendu des bateaux, des annexes des annexes gonflables de bateaux de plaisance. Voilà. Ça fait partie un petit peu je ne vais pas dire de ma formation, mais Oui, tu as fait tes armes. j'ai touché à différentes petites choses, mais tout ça dans la structure sociétale sociétaire, pardon, de la famille. Et à quel moment tu es vraiment installé? Je sais pas, est-ce qu'il y a un moment charnière où tu t'es dit c'est ma À la vie fin, professionnelle, elle va être là? à la fin de mes études, je suis rentré en France, hein, parce que j'ai fait un petit séjour en Angleterre. Et puis là, on m'a dit, tiens, ton bureau, il est là. Voilà, tu vas commencer à faire le tour un petit peu de toute la chaîne pour savoir quels sont tous les éléments qui permettent de fabriquer une charentaise. Alors tout ce qui était euh, bureau, commercial, choses comme ça. À l'époque, je ne mettais que très peu mon nez dans la production. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, tu as fait un petit peu le tour. Il y avait quelqu'un qui t'aidait? Il y avait, comment c'était, quelqu'un de la famille C'était ou... très... Non, pas vraiment, non. Après, il y avait, comme toute grosse entreprise, il y avait déjà des personnes en poste et en place à différentes hiérarchies, à différents niveaux. Donc, ma première année dans l'entreprise, ça a été de faire le tour un petit peu de tout ça, que ce soit aux achats, que ce soit au lancement. Donc, le lancement, c'est la mise en place des commandes à réaliser dans l'atelier, la création de collections, les réceptions fournisseurs, enfin, tout ce qui va autour. Je précise parce que dans la boutique, quand je disais qu'on était entouré de charentaises, c'est vraiment ça, hein, il y en a partout, on est au milieu, elles sont toutes différentes. J'imagine qu'au départ, c'était pas comme ça. Là, il y a vraiment des motifs, des couleurs Alors, incroyables la même. charentaise d'origine, proprement dit. Alors, comme je te le disais tout à l'heure, la charentaise, c'est un mot qu'on ne peut pas déposer, qui n'est plus déposable. Donc, tout produit qui a une petite languette sur le dessus porte le nom de charentaise. Là, je précise que tu viens de prendre une charentaise qui était à portée de main. Tout à fait, c'est ça. Donc, tout produit qui a une languette sur le coup de pied porte le nom de charentaise. Quelle que soit sa semelle, quelle que soit sa provenance. La languette, c'est la forme comme ça, un peu carrée, c'est ça? La languette, c'est la forme un petit peu carrée qui se trouve sur le dessus du pied et qui, à l'origine, avait été créée, c'est le bon sens paysan, mais qui permettait d'éviter la meurtrissure du bois du sabot sur le coup de pied.
Ah, c'est ça, les chaussons, Voilà. ils se mettaient dans les sabots et ça Exactement. Et ça protégeait le haut du pied. Voilà. Donc, cette forme-là, c'est une forme charentaise. Et donc, que ce soit sur ce type de chaussons-là, où on pourrait imaginer un petit produit beaucoup plus fin, toujours avec une languette, ça pourrait. Que ce soit avec une semelle en feutre, que ce soit avec une semelle en caoutchouc, en plastique, ça porte toujours le nom de charentaise. Moi, aujourd'hui, ce que je défends, c'est une charentaise, bien sûr, mais surtout une technique de fabrication qui, elle, est l'original. Et l'originel, c'est le cousu retourné. C'est-à-dire qu'on fait toute la couture sur le côté intérieur, et la dernière étape de fabrication, c'est le fait de retourner tout le produit pour le mettre dans son sens d'utilisation. Ah, donc ça, c'est un savoir-faire, mais vraiment très, très, très ancien. C'est un savoir-faire très, 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 très ancien, et surtout, c'est que aujourd'hui, on est les derniers fabricants en Charente. Hein. Et après, j'ai que 2 collègues en France qui ont encore la capacité de fabriquer cette technique-là. Ça veut dire qu'on peut trouver d'autres charentaises, c'est la forme en fait Dans du le monde chausson, entier. voilà, avec la languette, mais il n'y a pas forcément ce savoir-faire. Tout à fait. Ce sont d'autres savoirs. Mais après, ce sont des produits qu'on peut réaliser partout dans le monde. Alors que cette fameuse charentaise en cousu retournée, eh bien, il n'y a qu'ici qu'on la trouve. Et pourquoi tu y tiens tellement à ce savoir-faire? Alors, j'y tiens tellement parce que, déjà la charentaise, proprement dit, elle porte son nom. Le nom du lieu dans lequel elle est née. Elle est née sur les 2 Charentes. Donc Charente, charentaise. Effectivement, j'ai des clients des fois qui me disent, bah oui, elle aurait été créée en Dordogne, elle s'appellerait la Dordognaise, mais pas la Charentaise. Voilà. Même si un de mes collègues, se trouve en Dordogne. C'est pas grave ça. On est dans une zone géographique, donc c'est pas le débat. Mais toujours est-il que on est ancré sur un savoir-faire qui était local. Mon grand-père avait une phrase qui disait que nos ancêtres avaient retourné la terre de nos racines. Voilà, donc mes racines, elles sont là. Donc défendre ce patrimoine local, ça me paraît juste, je dirais, normal. Voilà. Pourquoi celui-là? Parce que aujourd'hui, cette technique de fabrication apporte un tel confort qu'on ne retrouve pas sur les autres fabrications. Et que, comme il n'y a plus personne qui l'a fait, eh bien c'est quelque chose qui est voué ou qui serait voué à disparaître. Le confort, il se situe Parce où? qu'il est cousu. Donc, il a toute la souplesse et l'élasticité du textile. C'est un produit, il est quasiment écologique. Il n'y a pas de colle. Donc, comme il n'y a pas de colle, eh bien, on n'a rien en contrainte. C'est textile sur textile. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi plus solide? Alors, je reprends encore 2 expressions de mes grands-parents. Bon marché, c'est déjà trop cher, et il faut être riche pour acheter bon marché. Voilà. 2 petits adages. Bon, c'est pas eux qui les ont créés non plus, hein, mais c'est quelque chose qui est très vrai. Il y a quand même une sacrée empreinte Rondino. Parce que tu vois, tu cites quand même énormément Mais tes je ne peux pas faire grands-parents. autrement. J'ai vécu avec eux. C'est eux qui m'ont formé dans ma façon de réagir, d'avancer. Et puis, à un moment, il faut aussi se rappeler du passé pour pouvoir prévoir le futur. Pour en revenir à ça, sur la charentaise, cette technologie, eh bien, elle était courante jusque dans les années 50. Industrialisation à partir de 1890. Donc, on était sur une technique de production avec des machines très particulières. D'ailleurs, les machines que l'on utilise aujourd'hui encore dans l'atelier pour les étapes de montage, donc la couture de la semelle sur le dessus, les dernières machines ont été fabriquées justement dans les années 50. Depuis ces années-là, on a arrêté de fabriquer ces machines parce que ces machines étaient trop lentes par rapport à ce que l'on a pu créer comme machine après, et surtout on était sur une société de consommation. Donc il fallait produire plus vite à moindre coût. Alors que nos machines de couture, eh bien, elles étaient longues pour coudre la semelle, d'une part, et elles étaient extrêmement gourmandes en temps de formation des artisans qui vont pouvoir les faire fonctionner. Parce qu'un artisan, pour faire fonctionner ce type de machine-là, eh bien, avec un tuteur, avant d'être vraiment opérationnel, c'est entre 2 et 5 ans. Donc c'est très long. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50? Les nouvelles technologies sont arrivées, le fait de venir coller les semelles, ou venir
injecter du PVC sous pression dans des moules, ben ça c'est la modernisation. Et cette modernisation, eh bien, quand elle est arrivée dans les entreprises, qu'est-ce qui s'est passé? Ces fameuses machines à coudre, eh bien, dans un premier temps, elles ont été mises dans le fond de l'atelier pour laisser la place à la nouvelle génération de machines avec de nouvelles typologies de produits. Et puis, ben, au bout d'un moment, dans le fond de l'atelier, ça prenait trop de place. Et puis, ben, les gens ont commencé à se dire, non, mais pourquoi on les garde ces machines-là? Tu sais encore t'en servir, toi? Bah non. Bah, allez, hop, on les vire, poubelle. Voilà. Et puis, ben, elles ont été ferraillées. Donc aujourd'hui, ces machines-là sont extrêmement rares. Et d'ailleurs, ce sont des machines que tu es allé chercher en 2020, c'est ça, hein? Ce que j'allais chercher en 2020, je vais les chercher toujours en Toujours, 2025. ouais. Je Mais il y en a continue à encore? chiner. Tu cherches, en Non, il fait, y a tu quasiment cherches plus les rien. machines. Mais je les cherche. Je rentre en contact. Là, je suis rentré en contact avec un monsieur qui a des aiguilles, qui est dans la région parisienne. Il en a 47. Donc là, il va falloir que j'aille à Paris chercher ces 47 aiguilles. Et Voilà. comment ça se fait qu'il a conservé les aiguilles, lui? Parce qu'à une époque, il était marchand. Voilà. Et puis, ben, il a des petits stocks. Et ce monsieur, je suis rentré en contact avec lui par l'intermédiaire d'un club de voitures anciennes qui est venu visiter l'atelier. Voilà. Et il y avait un monsieur dans ces visiteurs qui connaissait ce monsieur-là. Voilà. Et il nous a mis en contact. Voilà, tout simplement. Est-ce que ces machines-là, il y en a à l'étranger? Alors, à ma connaissance, il y en a une ou deux en Espagne. Mais c'est tout. Après, j'en connais pas d'autres ailleurs. De toute façon, économiquement parlant, dans les années 50-60, c'était plus intéressant. Il fallait produire plus vite, moins cher. Et effectivement, au bout, on va dire, il faut, je vais donner un ordre d'idée, mais où il faudrait 10 minutes pour fabriquer une paire de charentaises en cousu retourné, avec de l'injecté, on a besoin que de 5 minutes. Et avec du soudé, donc du collé, on va être aussi sur le même type de temps. Le débat, c'est que effectivement, avec ces technologies plus rapides, eh bien, on s'est heurté aussi à un prix plus bas. Donc, les produits en cousu retourné se sont retrouvés déconnectés du prix du marché. Voilà. Et tout le monde est parti sur des productions à bas prix. Enfin, à bas prix, entre parenthèses, parce qu'il y a le bas prix en France, et puis après, il y a le bas prix en Europe, et puis après, il y a le bas prix asiatique. Donc ça change aussi un petit peu la donne. Maintenant, pour revenir sur ce que tu me disais tout à l'heure, une charentaise, sa durée de vie, alors c'est ce que je dis avec malice à mes visiteurs, la durée de vie, ça va surtout dépendre de la voracité du chien. On est tous différents. Vous avez des personnes qui vont user une paire de chaussures en 6 mois. Et il y en a d'autres, en 10 ans, elles seront encore neuves. Mais une paire de charentaises qui sort de l'atelier avec les semelles en feutre, comme ça, on va dire, un temps d'utilisation normal, c'est 2 ans, 3 ans. Après, il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ah, moi j'ai vos charentaises, moi j'achète que des rondineaux, et j'ai des charentaises de chez vous, elles ont 7 ans, 8 ans. » Et j'en suis très content. Voilà. Là, tu me justifies le prix un peu élevé, c'est ça Je ne justifie pas un prix élevé, parce que en réalité, on utilise des matières qui, elles, valent déjà cher. Donc à partir du moment où on emploie des matières chères, avec un besoin de personnel qui ont un savoir-faire, on ne peut pas les payer avec un lance-pierre. Et puis, de l'autre côté, après, on a ce temps de fabrication étant plus long, donc qui explique aussi que le produit soit un peu plus cher qu'un produit qu'on va oui, c'est la vendre. qualité. Voilà, c'est une qualité de matière. La qualité du savoir-faire, du travail bien fait et des matières à la base. Entre autres. Parce que tu fais travailler des gens aussi de la région, je crois, pour les textiles. On fait travailler, on essaie d'avoir un produit le plus possible français. Mais on voit nos feutres, donc les feutres qui servent à la semelle. Ça, elles viennent du Tarn. Voilà. Ce fabricant, c'est le dernier à être encore capable de fabriquer le feutre tel qu'il était réalisé pour les papeteries il y a 300 ans. C'est le dernier, il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en a pas d'autres dans le monde. Donc, on est intimement liés. Eux, ça fait partie de leur ADN aussi. Comme nous, chez nous, c'est la charentaise, eux, c'est le feutre de papeterie. Et ça veut dire que les charentaises, les autres charentaises qui n'ont pas tout ce savoir-faire, par exemple, à la place du feutre, c'est quoi comme matière? Alors, il peut y avoir des feutres aussi, mais des feutres qui ne vont pas être tissés, parce que là, je parle du feutre d'origine, qui est tissé, ce qu'on appelle chaîne et trame, donc avec des fils de chaîne et des fils de trame. Après, il existe des feutres, aujourd'hui,
qui sont aiguilletés. Donc là, c'est pas un feutre tissé, c'est un feutre avec des milliers de petites aiguilles qui viennent et qui passent à l'intérieur des fibres et qui vont les nouer. On rajoute différentes composantes à l'intérieur, on met tout ça au four, on chauffe, on presse tout ça, et puis on obtient un feutre tissé trame. Par contre, un feutre aiguilleté n'a pas la résistance d'un feutre tissé. Un feutre tel que celui qu'on utilise ici, avec des fils de chaîne et des fils de trame, vous pouvez le mettre dans une machine à laver, il va ressortir, il sera nickel. Si vous le faites avec un feutre en tissé trame, en aiguilleté, il n'y a pas de garantie. Alors, quand on parle de la charentaise et celle que l'on produit, je dirais presque écologique, elle a quoi? Elle a plein de choses qui sont essentielles. Et c'est pour ça que moi, me battre pour ce patrimoine, ça m'intéresse. C'est un produit qui a une histoire. On a dit à peu près 3 siècles. C'est un produit qui représente un territoire. C'est vrai que la charentaise en Charente, il y a le nom qui porte. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a cette représentation du français avec ses charentaises au pied. On est sur un produit qui est considéré comme écologique. On n'a pas de colle. On travaille qu'avec du fil et du tissu. On a un produit qui est durable, puisque, on va dire en moyenne, on est quand même sur 2 ans, voire 3. Et puis, on a un côté aussi un peu bobo, parce que aujourd'hui, les charentaises, on les montre. Est-ce que tu en as une vieille charentaise? Non, là, ici dans la boutique, j'en ai pas. Mais une vraie vieille charentaise, c'était une toile de feutre, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y avait pas de doublure. D'abord, il n'y avait pas de pied droit, il n'y avait pas de pied gauche non plus. C'est ce qu'on appelle une forme droite. C'était un chausson qui avait pour utilité d'être mis dans le sabot. Quelle couleur? Il y avait des couleurs ou pas? Oui, il y avait plein de couleurs. Il y avait du noir, il y avait du marine, et il y avait peut-être un peu de rouge. Voilà. Faut pas oublier qu'on est sur un produit qui, en réalité, est un produit de récupération à 100%. Donc on cherchait pas, et de toute façon, il y a 3 siècles de ça, on ne cherchait pas à avoir un article qui était mode. On était toujours dans l'usuel du produit. Donc il fallait que ça soit usuel, il fallait que ça soit confortable. Bon, il y avait un peu de couleur quand même Et déjà. il y avait très peu de couleurs. En réalité, les couleurs, c'était ni plus ni moins que les couleurs des uniformes de la marine. Et puis, ça s'arrêtait là. Et l'écossais, c'est arrivé quand? Les Écossais, c'est une farce de mon grand-père, ça. C'est que mon grand-père, dans les années 50, a commencé à dire il faut moderniser le truc, il faut aller un peu plus loin. Et Jean Rondino a commencé à vendre ses charentaises avec des Écossais dessus. Et aujourd'hui, tout le monde pense que la charentaise, c'était écossais. Mais la charentaise d'origine, comme c'était des produits de récupération des toiles de marine, on était sur des coloris basique. Donc il y avait les anciennes noires, rouges marines, voilà. Et hop, ton grand-père, il se dit... Et après, il est passé à tout ça. Enfin, sur d'autres éléments, il fallait réveiller tout ça, il fallait pousser les murs. Voilà, et ça, c'est ce qu'il savait faire. Donc il l'a fait. Ce qui fait que mon grand-père était beaucoup plus, lui, sur le côté commercial, aller chercher les clients, les comptes, voilà. Et ma grand-mère, elle, était beaucoup plus dans les ateliers, justement, à faire en sorte que les productions qui étaient commandées puissent être livrées. Alors, justement, à l'entrée de la boutique, il y a un cadre avec ton grand-père. La première génération, c'était Théophile. Yvonne et Théophile. Tout à fait. Et puis, alors après, la deuxième génération, c'est donc ton grand-père qui est là. Il n'y a pas de photo de tes arrière-grands-parents, mais il y a une photo... sur toutes les boîtes. Ah, sur les boîtes. Regarde, là, je te montre la boîte. Ah, bah voilà, super. Sur le perron. Donc, c'est une photo en noir et blanc qui a sur la C'est une photo en noir et blanc, boîte. donc qui était la photo de la boutique originelle. Donc là où on voit Yvonne, sur le perron de la boutique, son mari Théophile juste à côté, avec son béret, lui aussi, voilà. Puis un petit garçon, voilà. Et ça c'est Jam, c'est justement le monsieur qu'on voit en photo après sur le cadre. D'accord, c'est ton grand-père. Et là, à gauche, c'est qui? Alors, un employé ou c'est quelqu'un de la ici, famille? Oui. Ça c'est monsieur Roudy. Monsieur Roudy était le cordonnier en chef de l'atelier, et c'est lui qui a formé donc Jam Rondino, ce petit garçon, au métier de la cordonnerie, et qui lui a donné le goût du travail et de la réalisation des produits. Toi, quand tu vois cette photo, tu vas me dire, c'est comme toutes les familles. Qu'est-ce que c'est c'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand même Est-ce qu'il y a, je sais pas, une émotion? Est-ce qu'il y a de la fierté? Ce que je trouve sympa sur cette photo, c'est qu'en réalité, il y a une partie de mon patrimoine qui est là, de mon historique. Voilà. Après, j'ai d'autres photos où on voit mes grands-parents. Alors là, on n'est plus sur les arrière-grands-parents, mais mes grands-parents, dans l'atelier qui se trouve juste derrière ce magasin, voilà, qui était la cordonnerie, à l'époque où l'atelier commençait à
monté avec une quarantaine de personnes ou une cinquantaine de personnes. Et là, vous avez Jam et Lucienne, et devant eux, 2 de leurs fils. Voilà, donc il y a du transgénérationnel qui passe. Non, moi je trouve sympa le fait de se dire, eh bien, ça fait 4 générations déjà sur le même métier. Maintenant, est-ce que dans le futur, on retrouvera encore autant de générations passantes? C'est pas sûr. Tout à l'heure, je C'est pour ça que parlais. c'est fascinant. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, mais tout ça parce qu'à un moment, il y a des choses qui se sont faites. Parce que en 2017, quand la société a périclité, finalement, ça aurait pu ne pas faire plus de générations. Donc la société a été vendue et elle est rentrée dans un consortium qui a regroupé les 4 dernières sociétés qui fabriquaient cette typologie de produits en Charente, parce qu'elles se sont toutes retrouvées en difficulté au même moment. Voilà. Donc elles ont été regroupées. Et puis finalement, ça n'a pas été, je dirais, glorieux parce que des erreurs ont été commises. Et puis 1 an et demi plus tard, là, il y a eu par contre plus redressement et passation, mais liquidation de la société. À ce moment-là, moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'avais du mal à me dire, on va laisser partir un patrimoine français, parce que il y avait quasiment plus personne derrière, hein. Et puis, personnellement, c'était un patrimoine familial. Justement, cette histoire de génération. Oui, là, quand même, ça t'aurait fait mal. Tu te sentais attaché quand même à... On est toujours attaché quand, quand on n'a connu que ça. Quand on n'a pas connu que ça, on passe à autre chose. Voilà. Maintenant, j'ai eu, je ne vais pas dire l'opportunité de faire et de remonter une structure pour préserver ce savoir-faire, mais j'aurais à un moment pu aussi me dire, allez, on laisse tout tomber, et puis aujourd'hui, je ferai autre chose. Mm. Mais bon, ça a été, Tu ça a t'es quand été même sur battu. le moment. Ouais, tu t'es quand même battu Donc pour... battu pour remettre tout ça en place. Il y a eu d'autres difficultés par la suite, mais on est tombé avec le Covid, il y a eu plein d'éléments là Mais est-ce aussi que finalement, le Covid, ça n'a pas été... parce que j'ai cru voir ça en faisant un petit peu de recherche, qu'il y avait des ventes qui étaient reparties, enfin le côté refuge, comme ça, les gens chez eux, apparemment, les ventes sont reparties. Ça nous a, entre parenthèses, ça nous a aidé au départ. Ça nous a aidé et en même temps, ça nous a plombé. Parce que la problématique du Covid, c'est qu'effectivement, les gens ont fait du télétravail, beaucoup. Donc, on est à l'aise chez soi. On peut être en charentaise, entre autres, mais plein de choses sont aussi, hein. Il n'y a pas que les charentaises. Et après, il y a... ça, c'est pour le côté positif. Donc, effectivement, les volumes arrivent. Sauf que pour arriver à produire, eh bien, faut-il encore avoir les matières? Et quand vous n'avez pas les matières pour produire, et que les commandes arrivent, eh bien, les clients vous insultent. Enfin, quand je dis vous insultent, façon de parler. Mais vous vous faites pourrir, parce que eux, ils veulent de la cam, ils veulent de la marchandise, ils veulent pouvoir vendre, et vous, vous avez une capacité réduite, parce que vous n'arrivez pas à être approvisionné de la part des usines de fabrication de tissus ou de feutres, pour arriver à subvenir aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire que la capacité de production, elle est là, les artisans formés, ils sont là, mais on travaille au ralenti parce qu'on n'a pas les matières. Et ça, pour un commerçant, c'est incompréhensible. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'aujourd'hui, il a raté la vente de 5 paires, et donc c'est du chiffre d'affaires qu'il n'a pas. Donc c'est pour ça que je dis, il y a les deux côtés. Il y a le côté effectivement positif qui a fait qu'il y a eu un engouement sur les produits d'intérieur, et à côté de ça, le côté négatif, où ça a été extrêmement difficile à gérer, parce que tout le monde voulait tout, et tout de suite. Et là, malheureusement, il y avait des délais, et on n'est pas capable de subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, un client qui commandait, on va dire un exemple, 100 paires, pour une livraison en octobre, eh bien, il n'avait que 50 paires en livraison novembre ou décembre. Voilà. Qui sont les clients aujourd'hui? C'est des grands magasins, c'est ça? Ou c'est des petites boutiques? Comment D'abord, notre cœur de marché, c'est les magasins de centre-ville. Le détail de centre-ville. Voilà. Donc, c'est-à-dire les boutiques de chausseurs, de cordonnerie, ce genre de clients-là.
Donc ça représente à peu près, je vais dire, à peu près 500 clients en France. Ensuite, on va avoir notre propre réseau de vente avec notre site internet, où là, effectivement, on a aussi je dirais, de belles commandes qui passent. Et après, nos boutiques personnelles aussi, ça depuis l'année dernière. Donc on a une boutique à Angoulême dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et une deuxième boutique qui est à Limoges. Voilà. Euh, donc ça, après, on verra ce qu'on fait, si on va plus loin. Mais déjà, on a mis ça en place. Après, on va travailler aussi avec l'étranger. Donc là, on a des clients un petit peu partout dans le monde. Alors ça ne pèse pas des grosses quantités, mais en termes d'image, c'est quand même assez intéressant. Et dans les belles images que l'on peut avoir à l'étranger, c'est notamment ce que l'on a fait il y a 2 ans et l'année dernière avec le MoMA. Alors oui, ça raconte parce que Voilà. c'est quand même une aventure folle, parce que c'est le musée donc à New York qui c'est eux qui vous ont contacté. C'est eux qui sont rentrés en contact avec nous, mais ça pour différentes raisons. Je soupçonne la prise de contact du MoMA avec Rondino suite à l'exposition du savoir fabriqué en France qui s'est tenue donc dans les salons de l'Élysée en 2023, pour laquelle on avait été retenu. Donc, il y a 8000 visiteurs qui sont passés là-bas. Et donc, c'est quand même une très belle image en termes de rayonnement. Et donc là, effectivement, le Museum of Modern Art à New York est rentré en contact avec nous. Je présume que c'est par ce biais-là. C'est toi qui les as eus? Alors c'est moi qui les ai eus, oui, c'est moi qui les ai eus. Et là, bonjour, c'est le MoMA. On voudrait mettre en place une petite collaboration. Alors, quand on commence à lire ça, on se dit c'est bon, allez, on nous fait une petite blague. On commence à faire des recherches, je regarde un petit peu tout ça, et puis je m'aperçois qu'il y a des choses qui collent. Donc là, je réponds aux mails. Et effectivement, on a commencé à communiquer, on a mis en place une gamme en place, et puis les commandes sont arrivées. Donc là, oui, c'est intéressant. Maintenant, on a fait ça aussi avec le Grand-Duché du Luxembourg, où on a quelques modèles qui sont aujourd'hui dans leurs musées nationaux. Donc à chaque fois, ce qui est valorisé, c'est vraiment ce savoir-faire. C'est ce savoir-faire. Aux États-Unis, ils ont beaucoup de choses, mais ils n'ont pas cette culture historique. Il y a 1 mois et demi, j'étais dans la boutique où on se trouve ici, et je remplaçais ma petite vendeuse. Et là, j'ai un couple d'Américains qui étaient en touriste ici, et qui sont rentrés. On a commencé à discuter, on a regardé un petit peu les produits. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Ah oui, ça vous faites ça comme ça, vous faites ça comme ça. Ah, et c'est tout fait à la main. Oh, ah ouais, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ils se rachètent une petite partie de patrimoine. Voilà. Et c'est ce qui est assez rigolo. Pour en revenir à notre réseau de distribution, oui, effectivement, on travaille avec l'export. Donc on a des clients en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Espagne. On en a encore un au Japon. Donc oui, on a des produits qui partent. Voilà, un peu plus loin que nos frontières. Mais notre gros marché reste quand même un marché français. Après, on a des collaborations aussi. Il y a un petit fabricant de chaussettes qui est pas loin d'ici, à Limoges. D'ailleurs, on a ici des présentoirs avec les chaussettes qui sont de la maison Brousseau. Et eux me font fabriquer des charentaises à leur effigie. Et moi, ici dans la boutique, je leur vends des chaussettes. Voilà, donc on a des ADN qui sont extrêmement proches. On a souvent la même vision des choses. Et l'union fait la force. Donc, on va trouver des petites collabs comme ça. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas que, d'ailleurs, dans les chaussures, il n'y a pas que des charentaises, il y a aussi des petites chaussures d'été. Là, il y a, voilà, parce que la charentaise l'été, ça se vend un petit peu moins. Je dis pas que ça se vend pas, parce qu'on en vend, mais ça se vend un peu moins. Donc, pour un commerçant détaillant, il faut trouver des produits qui aillent sur la saison de transition. Donc oui, il y a des espadrilles. C'est des espadrilles made in France. En plus, là, aujourd'hui, bon, ça va, même il pleuvait tout à l'heure. On regardait là par la vitrine. On a eu quelques jours là, de canicule. Oui. Donc là, la charentaise, en tant
On en a vendu quand même. Peut-être que ça isole. Mais d'une part, ça isole, mais d'autre part, c'est que comme c'est un produit emblématique du département, vous avez une partie de touristes qui vient ici pour ça. Voilà. Enfin, pour ça. C'est-à-dire qu'il va repartir avec un souvenir. Et pourquoi pas ça ils vont en Bretagne, ils repartent avec une marinière. Ils viennent en Charente, ils repartent avec une bouteille de cognac ou une paire de charentaises. Voilà. Et donc, il y a des petites chaussures, est-ce qu'on disait les espadrilles Voilà, je ne sais pas si on peut dire espadrilles. Si, on peut, parce que c'est pareil, hein, c'est un terme qu'on peut utiliser à toute sauce. Donc, tout ce qui est semelle corde, voilà, tout simplement parce que ça fait partie des produits corollaires à ce que nous savons faire. Alors, Olivier, tu sais qu'on est dans un monde en joie. Donc, je voudrais savoir ce que c'est que la joie pour toi. Super question. La joie, il faut pas grand-chose pour être joyeux. La joie, ça passe par un moment partagé, un bon moment partagé, l'amour de ses proches. Pour être heureux, pour être joyeux, il faut pas forcément de gros moyens. C'est surtout des moments de partage. Est-ce qu'il y a une musique, une chanson qui te met en joie, ou toi tu te dis que si ça va pas bien, tu dis tiens je vais écouter ça Je suis pas très mélomane. Bon, ça peut être même une chanson rigolote, hein, pas forcément. Oui, mais là vu comme ça, Ouais. là, j'ai pas de. Est-ce qu'il y a et c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une photo ou quelque chose qui te met en joie, une image Une image qui me met en joie. Donc quand ma fille, je la vois avec le sourire jusqu'aux deux oreilles, ça suffit à me mettre en joie. C'est le plaisir partagé avec mon épouse de voir notre petite prendre du plaisir dans la vie, tout simplement. Et est-ce que tu penses à la suite de Rondino? Est-ce que ta fille... On y pense toujours. La seule chose, c'est que elle est un peu jeune aujourd'hui pour choisir. Avec sa mère, souvent, on lui pose la question, juste histoire de la taquiner. Quel âge elle a, ta fille? Elle a 10 ans et demi. On lui pose la question pour la taquiner en lui disant qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, alors, l'usine de papa, on la garde ou on la vend? Maman, qu'est-ce qu'on en fait de ces affaires? Tu vas travailler avec elle ou tu vas pas travailler avec elle? Ton épouse, elle travaille dans autre chose. Oui, complètement autre chose. Oui. Et donc, au final, c'est non, on garde. D'accord. Donc, finalement, si tu vas travailler avec maman, l'usine de papa, t'en fais quoi? Je mettrai quelqu'un dedans et puis je surveillerai. Voilà. Donc, elle n'a pas forcément envie de ne pas s'investir à l'intérieur, mais est-ce que ça sera sa voie plus tard? C'est pas sûr. Donc aujourd'hui, je préfère voir un petit peu aussi comment elle va évoluer, savoir quels vont être ses centres réellement d'intérêt, puis qu'est-ce qui va la motiver plus tard. Voilà. J'allais dire, j'en ferai pas une maladie si c'est pas, si elle ne va pas derrière. Le tout, c'est que qui a été mis en place sur ces dernières années aussi puisse continuer à perdurer après moi. Maintenant, Rondino, c'est devenu une marque. Donc le nom, il est rattaché à ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de charentaise, on va facilement en disant « Ah oui, charentaise, c'est Rondino ». Voilà. Et quand on va dans les magasins de détail, eh bien, c'est une référence. Voilà. Donc, même si demain je suis plus là, on va dire qu'il y a des choses qui vont rester. Qu'est-ce qui est écrit d'ailleurs sous les charentaises, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas encore acheté leur première paire? Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Il y a marqué « Made in Charente, fabriqué par Rondino, maison fondée il y a belle lurette ». Voilà, c'est un petit texte un petit peu humoristique. C'est même un signe de reconnaissance aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un signe de reconnaissance que j'ai même déposé au niveau de l'INPI. Est-ce qu'on peut, pour terminer, se faire un petit tour de boutique comme ça, regarder toutes ces belles paires de charentaises? Est-ce qu'il y a un motif préféré? Est-ce que vous continuez à chercher? Est-ce qu'il y a des modèles qui vont encore sortir dans les années à venir? Est-ce qu'il y a une veille pour ça? Tous les ans, c'est à peu près 180 modèles différents qu'on va sortir. Sur ces 180 modèles, il va y avoir à peu près une quarantaine de modèles qui vont être des permanents, donc des produits qu'on va retrouver d'année après année. Et le reste, eh bien, ça sera des nouveautés. Alors, quand on parle de nouveautés, une charentaise, c'est une charentaise. Hein. Ça a la même coupe. Par contre, c'est tout ce qu'on va faire sur les dessus. Arriver à trouver des nouvelles colorations, suivre la mode, parce que finalement, même au niveau d'un produit tel que celui-là, eh ben, faut être à la mode, faut être un peu pointu.
Mais c'est quoi être à la mode avec des charentaises en ce moment? Pardon, hein, mais déjà, genre la question qui tue. On va suivre le vestimentaire, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, eh ben, vous avez des fois des teintes qui vont être, allez, cette année, ça a été le vert pomme, l'année prochaine, ça sera les oranges. Il y a tellement de modèles différents autour de moi. Regarde, là, il y a c'est Parme, rose Parme. Mhm, Là, c'est des petites fleurs rouges. tout à fait. Là, c'est bleu avec un liseré Mhm. orange. Là, c'est des petites fleurs violettes. Un peu mexicain, léopard, jaune, moutarde. Voilà. Parce Donc, qu'il en faut pour tous les goûts, voilà. Mais quand on regarde bien ce qui se vend, aujourd'hui, ben, nos intemporels, en réalité, se vendent très bien. Pourquoi? Parce que les jeunes générations sont en train de s'associer au fait qu'ils veulent essayer de retrouver les produits qu'ils ont connus chez leurs parents, voire leurs grands-parents. Donc, ils vont revenir vers des essentiels. Et en réalité, les modèles les plus chamarrés, les plus pétants, eh ben, c'est une clientèle d'il y a une cinquantaine d'années, 50, 60, qui les achète. Et les modèles qui sont les plus ordinaires, quand je dis ordinaire, c'est-à-dire j'en ai là-bas, au le fond de la vert, boutique. oui, au fond de la boutique, les verts, les beiges, les rouges, les bleus marines, ça fait 30 ans qu'on les fabrique, et ce sont ceux qui marchent le mieux. Parce que dans l'esprit des jeunes, ça c'est une charentaise. Après on en a plein, hein. En uni on fait plein de choses. Quand on a fait la charentaise pour l'exposition du savoir fabriqué en France à l'Élysée, et qu'est-ce qu'on a fait? Un truc très discret, on a juste mis une ganse bleu, blanc, rouge autour du produit pour le rendre patriotique Ah oui, non, mais ça, c'est une charentaise de président. ou présidentiable. Oui. Mais toujours est-il que voilà, donc ça a eu beaucoup de succès. Ça représente un savoir-faire. Par contre, là, on n'est pas sur un écossais, on est bien sur un uni. Donc c'est à la fois discret, si je peux dire chic, pourquoi pas, puisque aujourd'hui, ben, on n'hésite plus à recevoir en charentaise. Et on va aller chercher justement des matières qui vont être sympas. On va chercher des matières qui vont être, qui vont avoir un toucher, un soyeux, quelque chose de sympa. Donc, Et les gens, quand ils viennent, ils essayent, évidemment. Et je trouve ça rigolo, là. J'ai l'image tout d'un coup des gens qui essayent leurs petits chaussons dans la boutique. Ils sont à l'aise, les gens, quand ah ils oui, essayent? il n'y a Ouais. pas de complexe hein, par rapport à ça. On ne vient pas cacher pour venir chercher une paire de charentaises. Non, au contraire. Et puis après, ben, on va en essayer un, deux, trois. Ah tiens, tu trouves que ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Ah oui, moi je préfère celle-là parce que tu vois, ben, ça peut être assorti avec ça. Parce que une paire de charentaises, c'est pas forcément pour porter qu'avec un pyjama. Quand on est chez soi, on est chez soi. C'est la chaussure d'intérieur. Voilà. Et après, ben, on peut être à l'aise chez soi sans forcément avoir quelque chose qui va être tristouné ou qui va être ringard. Donc il y a énormément de possibilités. Et puis après, ben, on voit effectivement en fonction des âges l'évolution du produit. Comment tu vois les années, là, qui viennent? Euh, Est-ce que déjà d'être au... Ça fait combien de temps que tu es là Donc on est derrière le palais de justice à Angoulême, au cœur du du vieil Angoulême, centre-ville. oui. Alors, Du vieil Angoulême, exactement. on est installé ici depuis le mois de novembre. Donc ça fait pas encore un an. Est-ce que ça t'a fait du bien d'être là? Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors, je suis arrivé à Angoulême, au centre-ville, par étapes. Alors, je vais dire par étapes, tout simplement, parce que j'avais monté il y a 2 ans un magasin éphémère qui se trouvait dans la rue piétonne. Et là, il y avait eu un engouement. Les gens étaient super contents de revoir leur marque de charentaise favorite implantée dans la ville. Donc Angoulême, on est aussi sur le chef-lieu du département, donc ça a quand même du sens. De l'autre côté, comme on représente aussi indirectement un savoir-faire charentais, c'est pas mal. Donc les gens étaient ravis. Et puis, ben, ils ont été déçus de voir que la boutique, elle était qu'éphémère. Donc ben, j'ai été plébiscité par rapport à ça pour mettre une boutique en place pour du long terme. Voilà. Alors j'ai commencé à chercher un grand moment donc vers la rue piétonne. Malheureusement, j'ai pas trouvé de local. Donc je suis venu m'installer là. Donc cette boutique est là depuis maintenant 8 mois.
Ça commence à démarrer correctement. Et vous allez Mais elle ne redéménager, va, non? mais elle ne va pas rester là longtemps parce que effectivement, là maintenant, elle va se trouver dans la rue des Postes, tout à fait à l'entrée de la rue des Postes, donc quasiment en face de la mairie, Ce sera encore mieux là, je où là pense, on parce sera que encore ouais. mieux placé, tout simplement parce que on passe pas, enfin On tourne pas les forcément là. touristes, ne Ouais, viennent pas ouais, forcément par là. jusque Voilà. là. Les habitants d'Angoulême, il n'y a pas de débat. À fur et à mesure, on en voit arriver de plus en plus. Donc ils finissent par savoir où ça se trouve, mais on passe à côté de toute la partie tourisme. Donc là, pour un produit du patrimoine touristique, il faut quand même se trouver au bon endroit. Olivier, on va fermer la boutique. Enfin, normalement, c'est fermé aujourd'hui, mais on n'a pas fermé la porte. C'est Non, lundi. mais on va éteindre les lumières. Par contre, demain, on sera ouvert. Merci encore. Et bien, avec grand plaisir.